Ah oui, alors bonjour vraiment bonjour à toutes et bonjour à tous. Une petite séquence rétrospective puisqu'on a beaucoup parlé de 2021 et du nouveau projet. Là, on regarde un petit peu ce qu'on a fait l'année précédente et donc je vais commencer par remercier Philippe Limousin qui m'a confié cette mission de DTN adjoint auprès des territoires durables. Et puis, remercier aussi Patricia Corti pour la probité de son engagement et sa grande attention aux personnes. Alors, l'activité du territoire durable, c'est le management d'équipe, le management des CTN territoriaux que vous avez à l'écran sur les deux premières lignes. Et c'est aussi le management d'une équipe d'agents de développement jeunes, dynamiques, proposant une ingénierie au service de nos structures. Et bon, c'est la volonté de faire collaborer ces deux équipes pour impulser, structurer notre développement et puis pour pouvoir le relayer sur le territoire. Pardon. Alors, structurer les relations avec les territoires passe par plusieurs actions. D'abord, la production d'une note d'orientation pour nos ligues et nos comités, permettant de mieux définir leurs compétences et leur dynamique relationnelle. Et je remercie Paul André pour avoir contribué à cette thématique. C'est aussi la structuration des relations avec le territoire, l'appui à l'animation du CPL. Et puis, c'est l'animation du réseau des CTN que je vous ai présenté dans la diapositive précédente. La structuration des relations avec le territoire passe aussi par bien des leviers financiers conditionnant des programmes d'action. Le levier du dialogue de gestion que Pascal Couvineau a évoqué précédemment, où plus de 300 000 € ont été partagés pour soutenir les projets des ligues en 2020. C'est aussi la gestion de l'ANS, où pour l'ensemble de toutes nos associations, clubs, comités, ligues, avec un véritable travail d'équipe, donc vous voyez les personnes à l'écran, plus d'1 million d'euros a été partagé pour nos clubs, dont 500 000 € pour nos ligues et nos comités pour soutenir leurs projets. Et puis, de manière beaucoup plus modeste, aussi un petit appel à projet sur le territoire durable pour soutenir les projets sur les thématiques de l'éducation par le sport et également de l'efficience de la communication. Les territoires ultramarins ont aussi été soutenus, même s'il y a eu beaucoup de perturbations, avec, notamment à l'aide des conseillers techniques qui sont placés auprès de ces territoires. Donc, vous avez la photo en dessous, avec l'appui à distance, avec le dossier du dialogue de gestion et avec la gestion de l'ANS. Les relations avec les territoires, c'est aussi les relations internationales, où Olivier Bim est notre fer de lance sur ce sujet, notre relais professionnel. J'en profite pour saluer notre ancien président Florent Chaillet, qui était à la tête de cette commission. Alors, Olivier a défini et fait valider une stratégie relations internationales pour 2021-2025 par l'ancienne équipe et aussi par la nouvelle équipe. Donc, elle est formalisée. Et puis, les actions de terrain ont eu bien sûr beaucoup de difficultés à se mettre complètement en place à cause de la crise sanitaire, du Covid. Elles ont eu lieu sur les 3 premiers mois. Et ensuite, elles se sont converties soit en webinaire, soit en dons de matériel. Le secteur territoire durable, outre ses relations avec les territoires, c'est aussi produire une ingénierie de développement au service de nos clubs, au service de nos organes déconcentrés. Et ça, c'est le travail de l'équipe des agents de développement fédéraux. Alors, Marion Bischoff appartient donc à ce service et travaille notamment sur le sport scolaire et pour développer les relations et les passerelles entre le monde scolaire et nos clubs. Elle a beaucoup travaillé aussi sur la définition de labels fédéraux. Ces labels fédéraux vont devoir être revus et questionnés avec le nouveau projet fédéral, mais ça permet de bien structurer les projets associatifs et de les faire converger vers des axes fédéraux forts. Ensuite, il y a le développement aussi d'un centre de ressources qui est en projet et des pratiques
qui sont là pour l'alimenter. Une dizaine de fiches pratiques ont déjà été construites pour aider nos clubs et nos organes déconcentrés dans leurs projets associatifs. En fait, en plus, il y a eu un plan d'action de fidélisation qui a été réalisé par Marion, qui a été voté en juin 2020 et qui devra être retravaillé, revu et porté à la connaissance de la nouvelle équipe maintenant qui est en place. L'activité du secteur territoire durable, c'est aussi l'animation du réseau des agents de développement. Et là, c'est Estelle Hélard qui était chargée de cette mission. Je dis était parce qu'elle nous a quittés en fin d'année pour d'autres expériences professionnelles. Alors, des thématiques nombreuses ont eu lieu sur des visioconférences, sur le air badminton, sur la reprise de septembre, sur le sport scolaire, sur bien sûr les protocoles sanitaires, et puis le séminaire de fin d'année s'est transformé en visio de 2 demi-journées. Se développer, c'est aussi aller chercher des publics éloignés de la pratique du badminton. Et là, c'est le rôle de la commission Bad pour tous, avec Nathalie Huet comme responsable. Elle a été épaulée par Anthony Guidou, puis par Kevin Leroux qui nous a rejoints. Kevin a repris toute la formalisation d'un projet badminton santé qui avait été initié par Anthony, avec un partenariat avec le groupe Corum et le Conseil général de Moselle afin de déposer un projet Impact 2024. Donc, ceci est à prendre en ligne de compte dans le nouveau PPS et voir, en tout cas, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites et comment on va le planifier dans le futur. En ce qui concerne le BAD et quartier, Sylvain en a parlé. Le travail initié avec la NPSS a porté ses fruits puisqu'un projet a été déposé récemment ou va être déposé dans les jours qui viennent. En ce qui concerne le BAD et handicap, très impacté par le Covid, mais cette thématique était très construite puisqu'Anthony y avait beaucoup travaillé. Avec le développement du circuit Parabad, malheureusement, une seule étape du circuit a pu avoir lieu à Salbris en septembre. Le développement des plateaux, 17 plateaux étaient prévus, ont été programmés et 10 ont été annulés, malheureusement. Donc, 7 quand même ont pu avoir lieu. Et puis, on a continué à s'investir dans le programme Erasmus plus Before All pour les personnes en situation de handicap. Enfin, en ce qui concerne les seniors, bien sûr, un grand coup d'arrêt sur les pratiques de développement en EHPAD, une convention avec Corian, acteur important pour gérer des groupes d'EHPAD, était en cours d'élaboration. On va voir comment tout ça va reprendre. Et puis, il y a eu l'envoi aussi d'un kit pour EHPAD qui était envoyé à chaque ligue. Se développer, c'est aussi développer de nouvelles pratiques, et notamment le air badminton. Eh bien, on a continué à essayer de déployer cette nouvelle pratique avec l'établissement d'une convention pour accompagner le rapport entre les clubs et les collectivités, et puis avec une participation financière de la Fédé pour l'achat de terrains en dalle et en sable. Alors, c'est 24 terrains en dalle et en sable qui ont été installés cette année et plus de 24 actions ponctuelles promotionnelles qui ont été réalisées. J'en profite pour rendre hommage à Pascal Perrault qui est parti à la retraite. Voilà, et puis à Louis Georgenay qui a travaillé pendant plusieurs mois sur cette thématique, qui est parti et qui est reprise par Gauthier. Voilà. En équipement, secteur très important pour pouvoir se développer. Pascal Perrault a transmis le témoin à 2 autres cadres techniques qui sont Alexandre Komilki et Nicolas Galtier, avec des actions importantes sur la diffusion du référentiel technique de qualité des équipements qui avait été élaboré l'année précédente, un accompagnement toujours et un suivi des projets qui sont de plus en plus nombreux en équipement, poursuite du recensement et du classement des équipements, où on a beaucoup de salles qui sont hors sécurité ou hors classement,
un accompagnement des ligues pour le schéma régional des équipements qui aura une importance très importante dans le cadre des conférences régionales du sport. La poursuite de la formation AMO, assistance en maîtrise d'ouvrage, qui a eu lieu à Liévin en février dernier. Et puis en fin d'année, des travaux d'études sur la construction et la gestion de salles spécifiques. Voilà. Pardon, je suis dans le mauvais sens. Puis le badminton, c'est aussi se développer, c'est aussi pouvoir le faire durablement. Voilà, les actions permettant d'améliorer l'impact de notre pratique du badminton sur l'environnement et plus largement sur la société sont proposées par la Commission Développement durable et citoyenneté, sous la responsabilité de Johan Penel, qui est maintenant notre président, épaulé par Estelle et puis par Gauthier Nougier, avec la formalisation et la co-construction d'un plan d'action de la stratégie BAD responsable, suite à l'analyse d'une réponse à un questionnaire qui avait été envoyé, des réunions avec nos institutionnels, le ministère des Sports, le Comité national olympique, pour la refonte de l'agenda, du label Agenda 21, et également de la charte GESI. Un suivi du label EcoBad, avec 120 compétitions labellisées malgré le confinement, ce qui montre tout l'intérêt de cette thématique pour nos associations. Et puis la formation Humbert et le colloque des IFB qui ont été remplacés par des webinaires. Enfin, je terminerai par la dimension de la prospective, où Pierre-Emmanuel Panier, en tant que responsable, a défini avec ses autres membres une méthode d'analyse, de réflexion, tester sur les thématiques du territoire, un webinaire en fin d'année sur les clubs, l'avenir du club, ce que sera un club 2030, et puis Kevin Leroux qui a organisé et géré le prix Mémoire étudiant. Voilà, je vous remercie vraiment pour m'avoir écouté et avoir écouté cette présentation du secteur territoire durable dans ce rapport d'activité 2020. Merci beaucoup Cyril pour ta présentation. On va pouvoir passer à une séance de questions. S'il y a des questions à Cyril donc sur le bilan 2020 du secteur territoire durable. Donc je vous rappelle, si vous souhaitez lever la main, il faut que vous ouvriez la liste des participants. Et en bas, vous avez dans les 3 petits points la possibilité de lever la main. S'il n'y a pas de main qui se lève, si. Alors je ne sais pas qui lève la main, mais on va lui donner. En Ligue Occitanie. Ah, c'est Christian Privat. Occitanie. Je voudrais des précisions sur les nouvelles conventions que vous souhaitez travailler par rapport aux scolaires avec l'UXEL, l'USEP et l'UNSS et la FFSU. Parce qu'elles sont toutes arrivées à terme. Oui, alors ça, c'est un sujet qui va être redébattu, puisque en fait, la personne qui était sur cette thématique était Marion Bischoff, qui revient de congé de maternité. Voilà, donc on n'a pas encore trop avancé sur ce sujet, mais c'est un sujet qui doit être mis très rapidement à l'étude, sur lequel on doit se pencher. Tout à fait. On a déjà commencé à rencontrer toutes ces fédérations avec qui le dialogue est établi depuis longtemps, il est de bonne qualité. Et donc, pour pouvoir repartir sur une nouvelle dynamique, il y a les Gymnasiades 2022 qui se déroulent en Normandie. Il y a un certain nombre d'enjeux par rapport à Paris 2024, sur lequel, évidemment, les fédérations scolaires dans lesquelles on a un succès fort depuis très longtemps, on va pouvoir continuer à travailler avec eux. Denise de Centre Val-de-Loire. Oui, bonjour. Cyril, tu as parlé d'aide au terrain de air badminton. Je crois qu'il y en a eu 24 DD, c'est ça? C'est ce que j'ai compris. Oui, c'est ça, oui. Est-ce que la Fédé pense continuer à aider ces installations de terrain? Alors, je pense que ça va être difficile dans le contexte budgétaire actuel, puisqu'on a quand même étudié de très près nos budgets, notamment avec Jules qui nous a challengé, on a fait le maximum. Et c'était une des demandes d'économie. On a secteur par secteur, on s'est vraiment posé la question sur quelle action on pouvait économiser vu le contexte compliqué dans lequel on est. Et a priori, de mémoire,
parce que je n'ai pas toutes les lignes en tête, mais cette ligne a sauté pour la prochaine année. Je vais pouvoir compléter. Donc effectivement, ce qui a permis à la fédération de soutenir la construction de ces terrains spécifiques, c'était une subvention ANS qui est arrivée à échéance. Donc effectivement, aujourd'hui, il va falloir aller capter de nouveaux fonds pour pouvoir vous accompagner. Vous allez avoir une communication spécifique sur le air badminton qui va partir dans les prochains jours. Les services travaillent dessus actuellement. On se réunit cette semaine sur le sujet. Mais effectivement, sur le soutien spécifique, aujourd'hui, on n'a plus les fonds suffisants pour le faire. Ce qui ne nous empêche pas, bien évidemment, de soutenir le développement du air badminton. Pascal y reviendra tout à l'heure dans sa présentation sur la cellule de relance. Une dernière question. Christian a relevé la main. Oui, juste pour dire que nous, dans l'Occitanie, dans nos négociations avec l'UNSS, nous avons réussi, ils ont souhaité faire une formation avec nous sur le air badminton, parce qu'ils anticipent de futurs problèmes de problématiques de virus l'année prochaine, et ils souhaitent former leurs enseignants au air badminton, et ils nous ont demandé d'animer avec eux au mois de juin une grande session de découverte du air badminton. Et au PAF de l'Éducation nationale d'Occitanie, de Toulouse, ils ont mis 2 formations pour les profs de PS pour découvrir le air badminton, parce qu'ils sont aperçus. Donc, je pense qu'il faut, dans vos futures négociations avec l'UNSS, parler du air badminton, qui sera très demandé par les enseignants. S'ils ne peuvent plus aller dans les gymnases, ils vont essayer d'occuper les parkings et les terrains de basket des établissements scolaires. Merci Christian de ton retour. On passe la parole à Nathalie de PACA et élue au conseil exécutif, et après on passera la parole à Fabrice Vallet pour le deuxième rapport de DTN. Nathalie, c'est à toi. Oui, bonjour. J'avais une question parce que j'ai parcouru les dossiers ANS cette semaine et nous avions entamé pour le air badminton beaucoup de travail avec Nous en Sport, même si une convention n'a jamais été signée avec Nous en Sport sur le développement des équipements avec eux, mais je vois que dans le dossier ANS, ce n'est pas du tout Nous en Sport qu'on a mis en avant, c'est une autre société avec laquelle pour l'instant nous n'avions aucun rapport. Je voulais avoir une explication pourquoi nous ne sommes plus en contact avec Nous en Sport, qui est quand même un partenaire de la fédération. Alors là-dessus, est-ce que Audrey Legrand peut prendre la parole pour répondre? Audrey, on t'écoute. Là, ouais. Oui. Est-ce que tu me vois? C'est bon? Ok. Bah alors, non, mais on t'entend, c'est le principal. Effectivement. Excuse-moi. Je vais répondre effectivement à Nathalie. Alors, on n'a pas coupé du tout les liens avec Nous en Sport, on est toujours en contact avec eux. Simplement, on a ouvert effectivement les discussions avec d'autres partenaires parce qu'on a un souci, on a un petit souci de tarifs sur les équipements air badminton, où le kit gazon aujourd'hui a un tarif de 600 € hors taxe et un kit beach minton de 1000 € hors taxe. Donc, on a essayé de trouver d'autres solutions pour que ça soit un peu plus abordable pour les clubs. Par contre, effectivement, c'est du matériel très qualitatif de chez Nous en Sport, et ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, on essaye effectivement d'ouvrir le champ des possibles sur d'autres partenaires. Donc, il ne faut pas se fermer aux discussions. C'est pour ça qu'effectivement, il y a eu Teil, il y a également Decathlon qui est en cours de discussion. Donc, on ne se ferme aucune porte, tout simplement sur le air badminton, parce que c'est un enjeu effectivement stratégique et c'est un enjeu important sur l'avenir. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Nathalie. Merci beaucoup, Audrey. Voilà. Et je remercie également Cyril pour sa présentation du secteur territoire durable côté direction technique. Je dois désactiver mon partage. Oula, oui, tu appuies sur écran partagé en bas de ton écran. Écran partagé au bas de mon écran. Je suis le dieu de l'informatique. Hein, sinon, en haut, tu as une petite barre. Partager en haut. Et tu fais arrêter le partage. Voilà, c'est parfait. Merci Cyril. C'est bon, voilà. Et nous passons donc la parole.
Nous passons donc la parole à Fabrice Vallet, directeur technique national adjoint en charge du haut niveau et de la vie sportive. Fabrice, on te laisse mettre en diaporama et la parole est à toi. Et... Allô? Est-ce que vous m'entendez? On t'entend, c'est parfait, Parfait. Fabrice. Bonjour à tous. Donc, j'ai la lourde tâche de présenter la partie vie sportive qui, sur cette année 2020, s'apparente plus à une mort sportive, voire à un coma sportif, mais on va essayer malgré tout d'en rappeler les éléments déterminants. Avant de ce faire, je voudrais, parce que je vais présenter la partie vie sportive et la partie haut niveau, je voudrais vraiment remercier chaleureusement toutes les équipes de la fédération qui nous accompagnent au quotidien. Donc, bien sûr, l'administratif, la compta, la com, le secteur événementiel, le secteur développement, la formation, mais plus particulièrement pour la vie sportive le haut niveau, Émilie, Karine, Richard et Sybille, sans qui je pense que la vie sportive et le haut niveau en France serait très difficile à organiser. 2020 en vie sportive, c'est une année qui est pleine de frustration. Il ne s'est quasiment rien passé. Il y a eu un début plutôt encourageant avec deux beaux événements. Le premier à Saintes, les championnats de France Parabad, et ensuite le championnat de France senior à Mulhouse. Une compétition internationale U17 qui s'est déroulée sur la Nice. Et puis ensuite, nous sommes allés de déception en déception, d'annulation en report. Donc, si on fait le récapitulatif de tout ce qui a été annulé, les championnats de France jeunes, les championnats de France vétérans, le circuit CEJ, les interclubs qui ont été annulés, reportés dans un premier temps, et ensuite il y a eu une décision d'année blanche qui a été prise. Le circuit élite, le circuit Parabad, Malice en a parlé, donc vraiment une année difficile. Ensuite, nous sommes, par rapport aux conditions de pratique, là aussi, malgré les efforts permanents, récurrents des élus de la fédération, des cadres de la DTN auprès du ministère des Sports, là encore, il a été vraiment difficile d'assurer à nos licenciés, de permettre à nos licenciés d'avoir des conditions de pratique qui étaient correctes, avec bien sûr d'abord le confinement généralisé et même si ensuite il y a eu la reprise de quelques publics privilégiés, nos licenciés ont été fortement impactés sur la vie sportive. Malgré tout, je vous propose donc il s'est passé quelque chose. Je vous propose un petit retour en images sur une année de vie sportive. Les championnats de France Parabad avec la confirmation de champions que l'on connaît bien, Faustine, Coraline, mais aussi l'apparition de nouveaux talents et qui vont porter le para-badminton français très haut, on l'espère, pour les échéances à venir. Donc, je pense à Charles, que vous voyez en bas à gauche de la présentation, ou à Thomas sur son fauteuil qui évolue en WH2. Donc, des championnats de France à Saintes qui ont été une vraie réussite et un vrai moment de partage pour tous les licenciés. Il y a eu aussi Mulhouse, où là encore, la jeune génération prend de plus en plus le pouvoir avec Christo, Tom Delphine, Vimala Margot, donc des résultats qui ont vraiment montré la montée en puissance de notre jeune génération. Derrière, sur voilà, l'année sportive en images, c'est ça, c'est des communiqués qui sont plus désenchanteurs les uns que les autres. L'annonce de l'année blanche en interclub, la saison interrompue à l'issue de la seconde journée et qui, à ce jour, n'a toujours pas repris. Donc, des moments difficiles pour la vie sportive. Et malgré tout, des équipes d'élus et de cadres qui continuent à travailler de façon intensive pour essayer de réfléchir à
c'est quoi les perspectives sur lesquelles nous essayons de réfléchir avec les commissions, avec les élus. Ce sont une nouvelle mouture pour les interclubs, une offre compétitive qui puisse s'adapter à tous les licenciés, un classement. Voilà, il y a des tas de dossiers sur la table qui nous l'espérons, permettront une reprise du badminton sous de meilleurs auspices. J'ai choisi de terminer ça par cette slide au niveau de la vie sportive que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux. Je pense que ça résume bien l'état d'esprit dans lequel nous sommes tous. On est tous ensemble, tous confrontés aux mêmes problèmes et on a tous qu'une envie, c'est celle qu'a exprimée Johan en préambule, c'est vraiment de se retrouver sur les cours le plus rapidement possible. Concernant le haut niveau, on est à peu près dans le même cas de figure, même si les acteurs du haut niveau ont conscience d'être un public privilégié. Ils ont conscience de ça. Ils n'en ont pas honte parce que vraiment, ils sont fiers de représenter tous les licenciés de la fédération. Ils seront fiers de porter les couleurs de l'équipe de France, fiers de porter les couleurs de la fédération française et de représenter tous ceux qui les encouragent sur les réseaux. Un calendrier qui a été très, très détérioré cette année. Il y a eu très peu de compétitions. Je crois que j'en ai comptabilisé 9 chez les seniors et encore moins chez les jeunes. Oui, les sportifs sont privilégiés parce qu'ils ont le droit de pratiquer, mais pour beaucoup d'entre eux, ils sont à quasiment 18 mois sans repère de compétition, donc c'est très difficile. Malgré tout, on a des signaux très encourageants dans la perspective 2021, 2024, 2028. Les signaux encourageants, c'est la certitude que notre équipe est une équipe d'experts avec les membres du staff, et dans les membres du staff, on inclut bien sûr les entraîneurs nationaux, les cadres de la DTN, les entraîneurs des structures privées, hein, on pense aux entraîneurs de Brice, aux entraîneurs de Christo et de Thomas Popov, les entraîneurs de Parabad, c'est une formule un tout petit peu plus éclatée, et puis aux responsables de pôle qui agissent dans les territoires. C'est aussi des objectifs de performance sur les quelques compétitions de référence qui ont eu lieu, qui ont été atteints, voire dépassés par rapport à ce qui était planifié dans le PPF. Donc ça, c'est quelque chose de très porteur, qui nous incite à l'optimisme pour les années à venir. Et les moments ont été, les moments de télétravail ont été mis à profit pour essayer de réfléchir à l'amélioration de ce PPF, à son évolution, avec notamment la détermination de critères d'entrée dans les différentes strates de l'accès à la performance ou de la performance pour pouvoir garantir que le niveau du badminton français va continuer à proposer. Donc là aussi, un rappel en images. Voilà un calendrier, ça donne ça cette année, un calendrier international. Cancelled, pour ceux qui ne le savent pas en anglais, ça veut dire annulé. Donc on a été confronté à ça toute l'année 2020. En 2020, on a eu quand même quelque chose d'exceptionnel et d'unique dans l'histoire. Christo Popov et Lucas Mazur, c'est-à-dire qu'en junior et en parabad, sur toute l'année, on a eu 2 joueurs français qui étaient numéro 1 mondiaux. Ça, c'est une première dans l'histoire et c'est quelque chose, je pense, qui ouvre une nouvelle ère. C'est l'ère où le badminton français s'inscrit dans le rayonnement international. Et à côté de ça, vous avez également Faustine, Tom et Delphine. Alors, Faustine, parce qu'elle a été acceptée dans le cercle Ambition Bleue, qui est une déclinaison par l'ANS des grands espoirs de médailles sur les Jeux. Et Tom et Delphine, dont tout le monde suit maintenant les exploits sur les chaînes YouTube Enco, qui ont fini l'année 2020 à la 15e place au classement international. Les podiums, donc les championnats par équipe cette année, Liévin, médaille de bronze pour les filles, médaille de bronze pour les garçons, une franche réussite. L'équipe de France junior, vice-championne d'Europe, donc 2 compétitions par équipe, médaillées à chaque fois. Les podiums individuels, là encore, 3 médailles au championnat d'Europe junior, une de bronze, une d'argent et le titre pour Christo, et 2 médailles sur les championnats d'Europe minimes.
là encore, avec d'expertise, une médaille d'argent en double dame et une médaille de bronze en double homme. On vous parlait des objectifs. Pourquoi nous sommes, selon nous, sur une pente vertueuse? Tout ce qui est en jaune, c'est ce qui n'a pas pu se tenir. Tout ce qui est en vert, c'est les compétitions qui ont eu lieu, les compétitions de référence et les objectifs qui avaient été positionnés auprès du ministère des Sports. À chaque fois, vous voyez que ces objectifs ont été atteints ou dépassés. Donc, pour nous, vraiment de l'optimisme et l'envie de se surpasser pour pouvoir prétendre sur Tokyo, sur Paris, sur Los Angeles et ensuite à des podiums olympiques. Et pour finir, je voudrais remercier au nom de tous les cadres techniques et tous les acteurs du haut niveau, 2 personnes. Une personne qui nous a accompagnés pendant 15 ans, qui nous a fait bénéficier de son expertise et de sa compétence. Monsieur Zou, qui est parti maintenant sous d'autres auspices. Et bien entendu, un grand bravo et un grand merci à Philippe, je pense à qui on doit beaucoup dans ces résultats. Il a beaucoup œuvré pour le badminton en général, mais aussi pour la performance. Et donc, nous ne pouvions pas, en tant que cadre technique de la DTN et tous les entraîneurs du haut niveau impliqués dans l'accès au haut niveau et dans le haut niveau, finir sans célébrer Philippe et le remercier. Merci à tous. Merci à toi, Fabrice. Y a-t-il des questions sur la partie vie sportive et la partie haut niveau pour que Fabrice puisse y répondre? Donc, comme tout à l'heure, Catherine, donc d'Auvergne-Rhône-Alpes, et ensuite Sophie de Pays de la Loire. Catherine, c'est à toi. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. J'ai bien entendu parler des sportifs qui, heureusement pour eux, ont encore pu, à minima, pratiquer leur sport en compétition. Juste en dessous, on a l'échelon. On voit que les jeunes commencent à pousser et c'est bien. Et qu'en est-il de ceux qui étaient dans les pôles cette année, qui n'ont plus de compétition? Comment est-ce qu'ils ont été suivis par la DTN? Est-ce que ça ne va pas être une génération sacrifiée? Qu'est-ce qui est fait pour que ces jeunes-là restent encore dans la course pour demain? Merci. Merci Catherine de cette question. Donc, ce qui a été mis en place cette année, c'est sous l'œil plus particulier de Loïc Parlon, qui est en responsable de ce secteur, c'est d'avoir des échanges réguliers. Alors, ça s'est beaucoup passé en télétravail. Des échanges réguliers avec nos collègues responsables de pôle ou de TR. Nous avons réussi aussi à effectuer quelques immersions dans les différents pôles France. Les joueurs qui étaient plutôt identifiés doubles ont eu des semaines d'entraînement sur le pôle France de Strasbourg et ceux qui étaient plutôt identifiés simples sur le pôle France de Bordeaux. Après, nous sommes dans la réflexion aujourd'hui. C'est une réflexion qui va se finaliser relativement rapidement avec le prochain DTN. Nous sommes dans la décision de savoir comment gérer les effectifs dans les différentes structures. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'évaluer? Est-ce qu'on a tous les moyens pour évaluer des athlètes et pour faire des entrées et sorties, et ceci à tout niveau? Donc, on est dans une réflexion partagée entre l'ADTN et les territoires pour, si jamais on est sur une année sans entrée, sans sortie, ce qui est une hypothèse, comment, au sein des pôles espoirs, entre les pôles espoirs et les pôles France, on peut s'assurer que tous les sportifs qui sont concernés ne soient pas, comme tu le dis, une génération sacrifiée. C'est-à-dire qu'on continue à pouvoir les suivre. Merci Fabrice. On va passer la parole à Sophie Tréberne de Pays de la Loire, la présidente de la Ligue. Sophie. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question qui m'a été posée par la commission qui travaille sur le sujet. Sophie, est-ce que tu nous entends? Oui. Oui, c'est bon. Vous aussi, du coup? Oui, on t'entend, Sophie. Ok, parfait. Pardon.
Question qui m'a été posée par la commission qui travaille sur le sujet dans ma ligue. Quelle perspective vous avez cette année par rapport à une saison blanche ou pas? Quel sera le levier possible pour les régions? C'est-à-dire que pourront-elles rester décisionnaires de leur propre championnat? Et enfin, est-ce que les évolutions de règlement seront possibles dans les régions, contrairement à ce qui a été décidé l'année dernière? Alors, c'est une question qui est plutôt d'ordre conseil Politique. exécutif et politique, exactement, que d'un point de vue directeur technique national adjoint. Donc, je vais prendre le relais là-dessus. Ça sera au menu du prochain conseil exécutif. Pascal va le mentionner dans sa présentation dans quelques instants. Aujourd'hui, évidemment, les perspectives ne s'éclaircissent pas particulièrement sur une reprise et après avec un délai suffisamment important de pouvoir reprendre la compétition. Donc ces sujets-là, on communiquera dessus début mai. On sait que l'année dernière, la décision avait été prise très tôt et sans possibilité d'adaptation selon les territoires. Cette année, on a fait l'autre extrême. On a attendu tard pour avoir le maximum de possibilités. Donc c'est au menu du conseil exécutif du 28 avril. Voilà Sophie, et une dernière question posée par Marcel Morel en Occitanie. Oui, bonjour, je suis Marcel Morel, donc responsable de la commission handibad en Occitanie. D'abord, je voulais remercier Fabrice Vallée pour sa présentation très humaniste et puis pour tout son travail. Et je voulais juste vous faire prendre connaissance de l'existence des joueurs malentendants et on a un gros développement à faire sur cette partie. À mon avis, dans toutes les ligues, on voit des tout jeunes qui apparaissent alors qu'ils n'étaient pas identifiés auparavant. Et aussi, signaler qu'ils vont être au championnat de France avec toute la partie parabale. Et puis, remercier aussi, d'une manière générale, le fait que les joueurs handi puissent intégrer les pôles espoirs. C'est tout nouveau. Et je crois que c'est un des moyens pour les faire progresser vers le haut niveau. Voilà, merci à tous. Merci Marcel. Si Fabrice, tu veux compléter les propos de Marcel? Non, juste très rapidement pour ne pas manger trop de temps, bien sûr, c'est une volonté que nous avons d'intégrer complètement les sourds et malentendants à la structure mise en place autour du para-badminton. Au-delà de la participation au championnat de France, au prochain championnat de France, on est surtout en train, avec Sandrine Bernard, d'essayer de structurer le fait de les suivre de façon aussi pointue et on l'espère aussi pertinente que le public parabad en règle générale. Donc, c'est quelque chose qui se met en place actuellement et avec notamment l'œil très acéré de Sandrine dans ce domaine. Donc, dossier qui s'ouvre avec de belles perspectives là aussi, et notamment la participation à de possibles championnats du monde très prochainement. Je te remercie Fabrice pour ta présentation sur les deux secteurs, donc au niveau et vie sportive de l'ancien organigramme que tu nous as présenté. Et nous allons passer la parole maintenant au troisième DTN adjoint, Jérôme Careil, sur le secteur emploi et formation. Jérôme, la parole est à toi. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Alors de très très loin, Jérôme. Mince, est-ce que là vous m'entendez mieux? C'est beaucoup mieux. Ah, bon, c'est déjà pas mal. Je partage et je suis à vous. Hop. Vous voyez bien la présentation? Alors, est-ce que tu as un double écran, Jérôme? Ouais, j'ai un double écran. Faut le ouais, du coup, on a le mauvais écran parce que là, on a le mode présentateur. Ah, okay. Je viens d'enlever mon écran. Est-ce que c'est mieux?
Bah, faut que tu arrêtes le partage et que tu repartages. Super. Excusez-moi, on la refait. Est-ce que c'est mieux? Je te confirme, c'est tout bon, la parole est à toi. J'ai perdu 30 secondes. Bonjour à tous et à toutes. Donc une synthèse, vous avez eu les éléments du rapport dans le rapport écrit. Je vais donc vous mettre en avant les éléments principaux pour ce qui concerne la partie formation et emploi de la fédération, et notamment en lien avec la direction technique nationale. Donc, le premier élément d'évidence, c'est l'évolution du nombre de journées stagiaires au fur et à mesure des années. Malheureusement, c'est toujours un petit peu à cheval entre 2 années, donc la lecture est année civile par année civile, c'est un peu plus compliqué. Mais vous voyez qu'on a toujours réussi à faire évoluer le volume de formation pour, je vous le rappelle, un coût pour la fédération qui est stable, voire en légère baisse. Eril vous en a parlé tout à l'heure. On a avancé malgré tout sur Calliope, même si le gros du travail reste à faire. Et puis, on a augmenté le volume de notre logiciel de gestion de l'activité de formation. Pour l'instant, vous n'en voyez pas les fruits puisque ça va être déployé dans les mois à venir. Mais pour nous permettre de nous ouvrir au e-learning, au web store et à d'autres modalités de mise en œuvre de formation. Et puis, on a commencé à présenter ce qui sera la structuration de la stratégie formation pour l'Olympiade qu'on a débuté, notamment en lien avec le déploiement de Calliope et toutes les évolutions sur la formation. Pour le reste de mon intervention, je vais mettre en évidence la même structuration que dans le rapport. Donc, pour les techniciens bénévoles, vous avez une petite carte que je ne vous demande pas de regarder. C'est juste pour vous faire un petit lien visuel. Vous l'avez dans le rapport. Par contre, les ligues ont vu une évolution des procédures fédérales. C'est-à-dire que là, on a tout regroupé sur un même envoi de début de saison sous forme de conventionnement pour essayer d'avoir un meilleur traitement des procédures qui nous lient avec les mises en œuvre de formation sur vos territoires. Ensuite, on a été obligé de faire évoluer notre doctrine en fonction des conditions sanitaires et on a essayé de tenir un rapport à la mise en œuvre de pratiques en lien avec l'existence d'activités de compétition ou de club qui sont les activités support qui permettent de développer des compétences pour nos encadrants. Sans face-à-face pédagogique, il est difficile d'accompagner un encadrant pour se former. Donc, c'est pour ça qu'on a malheureusement été obligé de mettre en stand-by beaucoup de formations. Et puis, on a quand même réussi à travailler avec des ligues pour assurer le maintien ou le fait de pouvoir terminer des formations qui étaient déjà lancées. Pour ce qui concerne les professionnels, ça a été un peu plus facile de maintenir les formations puisque réglementairement, on avait le droit. Par contre, sans activité dans nos structures, à part dans les pôles, ça a quand même été très, très compliqué de jongler là-dessus. On a pu maintenir toutes les formations professionnelles qui étaient lancées et c'est déjà pas mal. On a continué à renforcer notre lien avec l'OPCO du sport, qui est l'AFDAS, pour le financement de nos actions de formation. Et puis, on va expérimenter, on a finalisé ça début 2021, mais on avait lancé ça en 2020, une ouverture vers la formation en situation de travail. La première expérimentation est en cours avec un agent de développement du département 25 en Bourgogne-Franche-Comté. Je vous invite à regarder des cartes qui sont dans le rapport aussi, qui vous montrent visuellement des zones franches, une sorte de virgule au milieu de la France, dans laquelle on a du mal à avoir des professionnels, que ce soit des tuteurs ou par exemple des titulaires de CQP ou de DE. Pour ce qui concerne la formation des formateurs, qui correspond aux techniciens et aux officiels techniques, nous avons réussi à maintenir un seul FF2. Celui de mars a été annulé. Et puis, celui de novembre a été repoussé en 2021. Il s'est tenu en février. Et on a changé la mise en place du premier échelon qu'on accole maintenant aux formations DEGEPS qui se passent dans les CREPS. Pour ce qui concerne les officiels techniques, on a eu une formation de formateurs en janvier en aura. Et puis, on est à ce jour à 171, 171 personnes qui sont agréées, avec des dérogations toujours sur les îles ultramarines. Une avancée significative, c'est qu'on a désormais une plateforme SharePoint commune pour tous les formateurs, qu'ils soient d'officiels techniques ou de techniciens. Pour les dirigeants, on a été obligé d'annuler un certain nombre d'actions de formation, notamment celles qui étaient en lien avec les IFB.
Mais comme vous le voyez, on a développé des webinaires avec des thématiques diverses et variées, avec un volume d'inscrits qui est quand même plutôt intéressant. Et vous avez pu aussi constater qu'on poursuit cette dynamique des webinaires depuis le début d'année. Pour ce qui concerne les officiels techniques, la même évolution des procédures. On essaye vraiment d'être sur des procédures qui sont de plus en plus proches entre les officiels techniques et les techniciens bénévoles. Même principe pour la doctrine sanitaire qui a évolué avec les limitations ou l'absence de compétition. Et puis, on a pu faire une expérimentation d'une modalité de certification JAFA. Donc, c'est un juge arbitre et qui nous a donné plutôt des perspectives intéressantes pour les évolutions à venir. Ensuite, les formations transversales des acteurs du badminton. Cyril en a parlé tout à l'heure, la formation assistance à la maîtrise d'ouvrage qui s'est déroulée à Liévin. Et puis, on a eu aussi des expérimentations de formation géo à distance. Nathalie Huet en a mis une en place et il y en a eu d'autres, ce qui nous permet d'avoir déjà des pistes de propositions pour la suite des formations géo et la transformation de cette filière de formation. Pour ce qui concerne la partie emploi, le PEF 2020 aura connu 8 clubs et 6 structures territoriales. On avait 15 postes au départ, il y en a 14 qui ont été pourvus. On a plus de 50 sollicitations du centre ressources pour les employeurs, donc c'est plutôt intéressant. Ça se développe, même si on pense qu'on pourrait être sollicité encore plus. Donc, n'hésitez pas à relayer auprès des employeurs ou des futurs employeurs le fait de vous mettre en relation avec nous. On est là pour ça. Et puis, pour ce qui concerne l'Observatoire, on a eu l'apparition de 3 rapports. Un sur l'emploi sur les ligues et comités, une déclinaison de cet emploi sur les ligues et comités pour le mettre en lien avec les budgets des ligues et comités. Et puis, une analyse du PEF, enfin des clubs qui avaient été soutenus pour le PEF 2014 et 2015. Alors, Formabad, c'est cette équipe-là, vous avez déjà vu, c'est 8 personnes à ce jour, avec des cadres d'État, des cadres fédéraux, et puis des 2 personnes qui sont, Mustapha et Pauline, qui sont au siège en permanence. J'ai la chance de chapeauter cette structure depuis 2013, et j'en suis fier, et je les remercie, j'en profite pour les remercier pour tout le travail qu'ils font. Et puis comme il est dans la logique de remercier, parce que c'est le moment, je tiens à remercier l'ancienne équipe d'élus qui a su m'accompagner, avec notamment Stéphane Corvet, et me faire confiance. Et je pense qu'on a eu la chance de fonctionner en confiance, qui nous a permis de travailler dans de très bonnes conditions. Je remercie aussi la nouvelle équipe qui est très investie, et notamment Eric et Sébastien sur toutes ces thématiques-là, et qui nous permettent d'envisager la suite avec beaucoup d'optimisme, et on a de nombreux projets sur la partie formation. Je remercie de nouveau les collègues de Formabad qui sont très investis et qui permettent d'assurer un service de qualité. Et puis, à mon tour de remercier Philippe. C'est Philippe qui m'a donné les rênes de Formabad en 2013. C'est lui qui m'a soutenu, et c'est avec lui que j'ai travaillé depuis lors. Et sans Philippe, je n'en serais pas là. Donc, encore merci à lui, et j'espère qu'il saura trouver une nouvelle situation épanouissante pour la suite de sa carrière professionnelle. J'en ai terminé. Merci à vous. Merci Jérôme. Y a-t-il des questions sur le secteur emploi-formation? Vous pouvez lever la main si vous le souhaitez. On se donne encore quelques secondes. Non, tu as été très clair, Jérôme. Peut-être, j'espère. Ah. Eh bien, du coup, on va passer, merci Jérôme, on va passer au temps d'après, qui est donc l'officialisation du nouveau DTN de la FFBAD.
Je ne doute pas que les rumeurs vont plus vite que l'AG fédéral, mais il était important voilà, qu'on vous partage aujourd'hui ce nom-là. Donc il y a eu un processus, puisque le DTN est un fonctionnaire qui relève du ministère des Sports. Le processus a été lancé début février. Nous avons reçu 8 candidatures. Sur les 8 candidatures, 5 personnes ont été retenues pour les auditions. Les auditions se sont déroulées le 30 mars avec un jury composé du ministère des Sports, de l'ANS, de l'association qui regroupe les DTN et moi-même. Et à l'issue de ce processus, la personne qui a été retenue pour la qualité du projet de la candidature présentée, vous le savez certainement déjà, il va pouvoir reprendre le micro. Jérôme Careil est le nouveau DTN de la FFBAD, il prendra ses fonctions le 1er mai. Jérôme, je te repasse la parole après quand même un petit message qui vient de Philippe Limousin, qui nous regarde peut-être aujourd'hui, qui donc m'a appelé hier pour te féliciter, Jérôme. Peut-être l'a-t-il fait aussi de vive voix, mais il tenait à ce que ça soit dit en Assemblée Générale. Il souhaite une excellente Olympiade à la Fédération. Vous avez été destinataire d'un message il y a 15 jours où on remerciait justement Monsieur Zou, comme l'appelle Fabrice, Pascal Perrault et Philippe Limousin, qui ont quitté leurs fonctions pour différentes raisons. Et donc, ils souhaitaient vraiment s'associer à cette annonce aujourd'hui. Et on le remercie également au nom de la Fédération pour tout ce qu'il a apporté au cours de ces décennies et en particulier de ces 8 années à la tête de la direction technique nationale. Et donc, tu prends sa succession aujourd'hui, Jérôme. La parole est à toi. Oui, alors donc je récupère la parole en espérant que vous m'entendiez toujours aussi. Je confirme. C'est très bien. Donc, comme tu viens de le souligner, alors, je l'ai déjà dit avant, c'est assez particulier pour moi de prendre la suite de Philippe. Mais c'est aussi particulier d'être nommé DTN d'une fédération dans laquelle des dizaines de milliers de licenciés ne peuvent pas pratiquer depuis des mois. Donc, c'est une situation inédite. C'est un honneur pour moi d'avoir été choisi pour assurer la suite de Philippe et prendre la main de la DTN. La Fédé, vous l'avez rappelé depuis le début de vos interventions, est une superbe fédération. Je ne cesse de le dire depuis des années et des mois. Les projets sont nombreux et ambitieux, tant sur le plan sociétal que sportif. Vous avez pu le constater et vous avez continué à pouvoir le constater. Il y a une particularité supplémentaire sur cette Olympiade, c'est le fait qu'il y ait 2 Jeux olympiques. Je ne suis pas sûr qu'il y ait souvent ce cas de figure-là. Les Tokyo qui approchent très vite, on est à moins de 100 jours. Et puis Paris 2024 qui est vraiment très attendu pour nous. C'est motivant, c'est stimulant, ça va nous amener à beaucoup travailler, mais je ne doute pas qu'on va être en capacité de proposer des choses fortes qui vont faire avancer la fédération dans toutes les directions qu'elle a envie de suivre. L'équipe de la DTN est expérimentée. Elle sera là pour assurer l'ensemble des missions au mieux de ses compétences et pour développer de nouvelles compétences le cas échéant, pour nous ajuster aux besoins de la fédération. Et puis, je terminerai par ma dernière priorité, ça reste la reprise dans les clubs. L'attente est forte et légitime. Johan l'a rappelé, tout le monde l'a rappelé. Je suis convaincu que nous arriverons à reproposer du badminton dans les meilleurs délais. Merci à tous. C'est le début d'un autre chemin pour moi, comme ça a été le début d'un autre chemin pour Johan il y a quelques temps. Voilà, j'espère que nos chemins seront beaux. Et puis, à bientôt. Bonne fin d'Assemblée Générale à tout le monde. Merci beaucoup, Jérôme, et bon courage à toi. Donc après ce temps de présentation, je remercie encore une fois Cyril, Fabrice et Jérôme pour leur présentation, et puis Jérôme qui donc endosse cette lourde responsabilité de mener à bien les destinées de la DTN à la croisée des chemins entre le projet fédéral qui vous a été présenté tout à l'heure et les directives ministérielles que la ministre rappellera demain très certainement.